Avant de commencer vraiment le cours, le voici. You know, once in a while, something comes along. A device so simple and intuitive, you see things on it. Introducing the 2015 Kia. It's not a digital book or a ebook. It's a book. The first thing to note is not even a powerful. The 2015 Kia catalog comes fully charged, and the battery life is eternal. The interface is 7.5 by 8 inches, but can expand to 15 by 8 inches. The navigation is based on tactile touchscreen content, so you can actually content comes pre-installed via 328 high-definition pages. Ça va pas fort, hein? To start browsing, simply touch it. Right to left move forwards. Left to right move backwards. Notice something else? That's right. No left. Each crystal clear page loads instantaneously, no matter how fast you scroll. If you want to get a quick overview, just hold it in the palm of your hand and using just your thumb, speed press your button. If you find something you want to save for later, you can simply bookmark. And even if you close the application, you can easily find the bookmark. Amazing. What about multiple users? Well, that would introduce a simple color coding system to avoid confusion. If you want to share a particularly inspiring item, literally share it. Another special feature is password protection, which is voice activated. Excuse me, that's mine. At IKEA, we believe that community design financing should be in the hands of everyone. So the 2015 IKEA catalog is free. If you download one from your mailbox, the one you open on key, if it's not there, try refreshing it. Or you can upload yourself to the IKEA store and find one there. Experience the power of a book. N'est-ce pas? D'où l'intérêt. Ah, pourquoi est-ce que ça marche pas? D'où l'intérêt, pas que. Pas le seul intérêt, mais d'où l'intérêt. Puisque aujourd'hui, on parle beaucoup moins d'imprimé, plus d'électronique, le grand bonheur de pouvoir prendre des notes sur un dispositif électronique qui vous empêche totalement de faire des schémas ou des organisations en couleur, ce qui peut être à la compréhension, mais vous faites comme vous voulez. Donc on parle beaucoup de ça et dans le même temps, on est obligé de constater que il y a de plus en plus d'imprimés. On imprime de plus en plus de papier dans le monde. La consommation de papier pour l'imprimerie est en croissance constante sur les 10 dernières années. La croissance se tasse un peu ces dernières années, mais on est toujours en croissance. Le catalogue IKEA, dont je vous montrais une petite pub rigolote là, c'est l'imprimé qui est le livre qui est le plus imprimé au monde, plus que la Bible. Quelque part, c'est rassurant. D'un autre côté, moi, il y a à boire et à manger. IKEA investit énormément d'argent dans la fabrication de son catalogue. Quand vous prenez le catalogue qui fait quelque chose comme 300 ou 400 pages, je ne sais plus exactement, vous savez que le catalogue est rempli de photos. Mais en fait, ce n'est pas des photos. En fait, depuis 2 ans, le catalogue IKEA est à 99% composé d'images numériques. Ce sont des rendus 3D, des décors préfabriqués avec des modèles de meubles. Ce qui explique pourquoi quand vous allez acheter le machin dans le magasin et que vous le montez, ça ne ressemble pas à la photo, forcément, c'est pas une photo. Donc voilà, ça veut dire que IKEA a investi énormément d'argent pour la conception numérique des catalogues, ils ont investi beaucoup d'argent pour la mise en page, ils en font des éditions électroniques mais pas beaucoup, et ils l'impriment, et quelque part, cette publicité, c'est aussi une déclaration d'IKEA qui
dit, ben voilà, nous allons continuer à faire du papier parce que le papier, cet outil est intéressant. Je ne peux évidemment pas être plus d'accord que ça avec eux. Le papier, c'est intéressant, et le papier, c'est souvent beaucoup plus intéressant que l'électronique. Je ne vais pas aujourd'hui faire de la méthodologie, on pourra en faire plus tard si vous voulez, mais il est clair que étudier un cours, non, on ne peut pas le faire avec des notes électroniques. Voilà. Je ne peux pas vous empêcher, je l'ai fait pendant longtemps, j'ai décidé de ne plus le faire, donc je ne vous empêche pas de prendre des notes avec un dispositif électronique si vous le voulez, mais on peut. C'est pas une question de goût, c'est pas une question de mais moi oui, mais moi je sais que je peux. Non, en fait, on peut démontrer scientifiquement que c'est moins efficace d'étudier sur les notes électroniques que sur les notes papier. Parce que, notamment, quand vous étudiez, vous avez besoin de stimuler plusieurs facettes de votre mémoire. On a tous une mémoire, vous savez, on a toujours une mémoire visuelle, une mémoire auditive, machin. Pour étudier correctement un cours, on a besoin d'utiliser le plus possible d'aspects de sa mémoire. L'aspect tactile, ça va bien. L'aspect visuel, oui, mais il est limité parce que vous pouvez juste taper des lettres, faire des schémas, ajouter des couleurs. On peut mettre en live pendant qu'on prend note, facile, hein. Donc c'est limité. L'aspect auditif, forcément, ça, l'aspect gustatif, vous pouvez aussi manger votre ordinateur. Maintenant, donc il y a des techniques d'étude. S'il y en a certains parmi vous qui ont des soucis avec les techniques d'étude, ben, je ne peux que vous conseiller de prendre contact avec le service d'aide à la réussite, qui fait du bon travail et qui peut vous donner des méthodes de travail. Et une des méthodes de travail qu'on va vous apprendre, c'est organiser ses notes. Ça se fait avec du fluo, avec des post-it, avec du Tipex, avec des images, avec des pliages, avec des mind maps, des schémas, des champs de connectés, avec des tours, tout ça. Tout ça est plus difficile à faire sur un ordinateur. Si vous souhaitez prendre note avec un ordinateur, vous pouvez. Je posterai des questions dans le fond de la classe pour voir combien de gens jouent à quoi être mis à. J'ai fait ça en fait en communication pour vous en deuxième année. Il y a des gens qui me demandaient sans cesse s'ils pouvaient prendre note avec l'ordi. Alors, au début de la. J'ai dit oui, quoi, première ou deuxième année, comme ça, je dis ouais, vas-y, prends note. Et en fait, je voyais les gens qui prenaient note comme ça. Et en fait, j'ai mis un espion dans le fond de la classe et j'ai constaté que, à l'époque, c'était 7 ordinateurs sur 10, je pense, servaient à jouer à Quake. C'était pas utile. Mais aujourd'hui, Quake, c'est un peu dépassé, non? Je sais pas, hein, attends, ouais, quand même. Moi, je vois des gars qui jouent encore à. Comment ça s'appelle ce truc avec les terroristes et les démineurs là, voilà, il y a des gens qui jouent à Counter-Strike encore. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, excusez-moi, j'y connais rien. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire un truc, en fait, tant qu'on en est à s'interrompre dans le cours avec des futilités. Mercredi prochain. Et Madame Etienne vous en a déjà parlé. On va au cinéma. Tout le monde va au cinéma. Je suis obligé de rendre la séance obligatoire, sans quoi je ne peux pas autoriser que vous loupiez des cours. Alors, vous allez mercredi prochain au matin venir au cinéma Sauvenière, place Xavier Lejean. Vous devez être sur place à 9h moins quart. La séance commence à 9h. Nous allons voir The Imitation Game, qui est un film qui est en lien en fait avec un cours que je donne cette année, que je ne vous donnerai pas l'année prochaine, donc c'est un peu bizarre, mais c'est un film qui est très intéressant quand même, puisqu'il parle de la vie de Alan Turing. Donc, vous ne connaissez peut-être pas le nom. Alan Turing est en gros la personne grâce à qui nos ordinateurs existent. En gros, c'est l'inventeur de l'informatique. Alan Turing, c'est une espèce de génie des mathématiques qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a conçu des machines destinées à décoder le code Enigma. Enigma, c'est une machine à coder employée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale.
il a inventé une machine électromécanique à l'époque qui servait à résoudre, enfin à décoder le code d'Enigma. Et le principe de fonctionnement de cette machine, c'est le principe de fonctionnement des ordinateurs. Donc après la guerre, il a perfectionné, on les a transformés en machines électroniques et ça a donné les ordinateurs. Alan Turing avait le malheur de vivre en Angleterre et d'être homosexuel, ce qui lui a valu dans les années 50 d'être condamné pour homosexualité, crime puni par le code pénal de l'Angleterre jusque dans les années 70, les gars. Et il a été condamné à une castration chimique, sympa, hein. Et donc il était un peu moins content après et donc il s'est suicidé. Voilà. Merci l'Angleterre des années 70. Bref, la vie d'Alan Turing, et apparemment c'est un super chouette film, je l'avais déjà choisi en début d'année parce que je savais qu'il allait sortir, mais là ça a l'air vraiment terrible. Dans le rôle principal, Benedict Cumberbatch. Et dans le rôle principal, Benedict Cumberbatch, que vous connaissez peut-être, puisqu'il fait la voix et le motion capture du dragon dans Le Hobbit, et qu'il a fait plein de trucs, on l'a vu dans plein de trucs, on l'a vu dans le dernier Star Trek notamment, il faisait un méchant, non, il faisait Spock. Oui, c'est le méchant. Oui, Spock, c'est celui qui faisait le méchant dans Heroes. Donc peu importe. 8h45 sur place. La présence est obligatoire. Je prends les présences. Ça coûte 4,20 €. C'est bien, je vous oblige à dépenser 4,20 €. En même temps, si vous râlez pour 4,20 €, hein, bon. Prenez pas de sous sur place. C'est important. Par contre, jeudi, on aura cours ensemble, vous viendrez me payer les 4,20 €. S'il vous plaît, essayez de venir avec le compte juste. Parce que rendre un peu de monnaie, oui, mais rendre beaucoup de monnaie, ça va être compliqué. Ça va? Donc, le jeudi prochain, on sera le 12. Vous venez au cours avec 4,20 €, vous me payez. Sans faute. Ok? Si vous n'êtes pas venu au cinéma, vous ne devez pas me payer. Mais par contre, vous avez une absence. C'est bien obligé, c'est des questions d'assurance. Précision supplémentaire, vous n'avez pas congé l'après-midi du mercredi. Non. Enfin oui, si vous n'avez pas cours, oui. Si vous avez un congé permanent, vous avez un congé permanent. Le prof annulé, c'est qui? Ah ouais, parce qu'il a... Ah bah oui, forcément. Je fais pareil. Non mais c'est vrai, vous vous rendez pas compte, quand on a deux groupes et qu'on les décale, c'est l'enfer après pour donner cours, donc on est bien obligé d'annuler. Ok, d'accord. Donc sauf si votre prof a dit que c'était annulé, ben alors c'est annulé. Mais sinon, pour ceux qui ont cours l'après-midi normalement et qui n'ont pas eu d'instruction contraire, il n'y a pas congé mercredi après-midi. Le film se termine à 11h, vous revenez ici, vous avez cours normalement. Ça va? C'est clair pour tout le monde, c'est bon? Alors je continue. La première partie de ce cours, s'il vous plaît. La première partie de ce cours va être consacrée à un historique et à une classification des caractères. Ici, dans ce chapitre, enfin dans la première partie du chapitre, on va aller de l'invention de l'écrit jusqu'au début de ce qu'on va appeler la typographie. Alors il faut savoir que les typographies, vous voyez, je vous ai mis une espèce de tableau périodique des typos, qui a un clin d'œil au tableau périodique des éléments de la chimie, de Mendeleïev. Les typographies, les fautes de caractères, les polices, il y a plusieurs manières de les appeler, on va distinguer ça tout à l'heure, ne sont pas apparues tout en même temps, elles font toutes référence à des périodes de l'histoire et elles sont liées à ce qui se passe pendant l'histoire. Les moyens d'écrire, les moyens techniques d'écrire vont déterminer les graphies, c'est-à-dire la forme des lettres, la manière dont on va écrire. Quand on écrit avec un roseau, quand on écrit avec un stylet dans une tablette d'argile, c'est pas la même chose que quand on écrit avec un rotring sur un papier, ou avec une plume d'oie, ou avec un crayon. On va forcément avoir des formes de lettres différentes en fonction des moyens d'écrire. C'est pour ça que je le fais de manière historique. Par ailleurs, la classification des caractères est
principalement basée sur la révolution historique, ça je vous l'ai dit déjà. Et par ailleurs, la compétence que je veux que vous acquériez, c'est-à-dire la compétence de reconnaissance des caractères, savoir de quelle police il s'agit, vous ne pouvez le faire que si vous comprenez l'évolution des caractères. Si vous comprenez pourquoi les lettres deviennent différentes au fur et à mesure du temps, ben, ça va vous aider à reconnaître les polices. Vous allez vous dire, ah oui, ben ça, oui, forcément, c'est comme ceci, et je la situe dans le temps, je vois ce que c'est. Par ailleurs, la semaine prochaine, on verra un film qui s'appelle Helvetica, et vous verrez que ce qu'on va y dire, c'est que l'activité typographique, elle est elle-même ancrée dans l'histoire et dans la culture. C'est une typographe qui dit ça dans le film, ça s'appelle Paula Scher. Vous allez voir que c'est très vrai. Petite note, ce diaporama, la police que j'utilise, que vous voyez pour l'instant dans le bas de la diapositive, c'est du Houfler Text, qui est une police que vous devez reconnaître, et vous allez voir que pour tous les diaporamas, j'emploie différentes polices, j'essaierai de vous les signaler. Donc, historique et classification. Alors, la naissance de l'écriture, les origines de l'écrit. Vous savez sans doute, j'espère, sinon je vous l'apprends, que l'écriture va naître dans une région du Moyen-Orient qu'on appelle le Croissant fertile, qui se situe entre l'actuelle et l'ancienne d'ailleurs Égypte et l'actuel Irak et Koweït. C'est une région qu'on appelle croissant fertile parce que c'est effectivement une région qui est très fertile pour l'agriculture, où on va développer la culture de céréales en masse, et vous savez que les conditions de subsistance de l'homme déterminent souvent la culture, c'est-à-dire que quand c'est plus facile de cultiver et d'avoir à bouffer, eh ben on a plus de temps pour faire autre chose. Voilà. Ce qui explique que des circonstances purement géologiques vont favoriser l'émergence de la culture occidentale. Le croissant fertile, c'est le berceau de la civilisation occidentale. On y invente l'élevage, du côté de l'Irak, il y a 1000 ans. On invente l'agriculture, il y a un peu plus longtemps, il y a 10 000 ans. Le passage d'une économie basée sur la chasse, la pêche et la cueillette à une économie basée sur la culture et l'agriculture en général, ça doit logiquement éveiller des souvenirs en vous. C'est ce qu'on appelle, dans la préhistoire, le passage du paléolithique au néolithique. Quelque chose, c'est là. J'ai vaguement entendu parler. Le néolithique, c'est le moment où on commence à cultiver, donc à maîtriser la nature. Cultiver et élever plutôt que chasser, pêcher, cueillir, etc. C'est une économie maîtrisée plutôt qu'une économie d'opportunité. À partir du moment où on arrive à maîtriser la nature, on a le temps de faire d'autres choses. Du coup, quelques milliers d'années plus tard, il y a environ 5 à 7 000 ans, les dates diffèrent, on va inventer l'écriture. On va aussi inventer plein de religions, on va inventer la culture, on va inventer plein de choses. Donc là, je vous parle d'un truc qui se passe dans l'actuel Israël, Liban, à Chypre aussi, au Koweït, en Palestine, en Jordanie, en Irak, en Iran, en Égypte et dans le bas de la Turquie. C'est cette région-là. Alors par ailleurs, il y a un truc qui est très très drôle, c'est que si vous regardez des photos Google Earth, enfin des photos satellites en général de cette région-là pour l'instant, c'est désertique. Le croissant fertile, en fait, ça devient une des régions les moins fertiles du monde. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a inventé l'agriculture, il a inventé le fait de labourer. Vous savez que quand oui, ils labourent leur champ, donc ils passent avec un soc et la terre, tout ça. Mais en fait, labourer un champ, c'est le truc le plus con qu'on puisse faire. Parce qu'on détruit le sol en faisant ça. Donc, vraiment, on a tellement labouré dans le croissant fertile que c'est désertique. Mais bon. Bref, voilà. À ce moment-là, plusieurs systèmes de notation analphabétique vont émerger, qui seront des volontés d'écrire le langage. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir à ce moment-là, à cet endroit-là, des systèmes de notation qui vont émerger? C'est assez simple.
À partir du moment où on passe au néolithique et qu'on a une économie qui est maîtrisée, à partir du moment où on va élever des animaux, où on va cultiver des champs, on va produire plus que ce qu'il faut pour sa propre subsistance. Donc on va vendre. Donc on va avoir des contrats de vente. Donc on va avoir besoin de quoi? Parce que le troc, ça fonctionne un moment, mais après ça ne marche plus. Donc on va avoir besoin de monnaie, on va inventer l'argent, et on va avoir besoin de contrats écrits. Alors voilà, donc aujourd'hui, je te donne 50 chèvres, en conséquence de quoi, dans 6 mois, quand le blé sera mûr, tu me fais du blé. C'est un contrat. Et on a besoin d'une notation écrite, parce que les contrats oraux, c'est pas très fiable, c'est pas très pratique. Donc on va l'écrire. Alors on va avoir deux sources, deux origines distinctes pour l'écriture. En Mésopotamie, donc la Mésopotamie c'est le côté est du croissant fertile, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, c'est Babylone, tout ça. En Mésopotamie, on va inventer une écriture qu'on va appeler pictographique et cunéiforme, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits dessins qui représenteront des lettres. Cunéiforme, je vais vous en montrer après. Je vérifie ici. Oui, c'est ça. En Égypte, par contre, on va inventer une écriture hiéroglyphique qui va avoir des variantes, hiératiques, démotiques, etc., qui va donner une autre source à notre alphabet. Alors, le pictogramme, c'est une représentation schématique, un dessin stylisé, qui va fonctionner comme un symbole. Vous le savez, des pictogrammes, on en utilise toujours aujourd'hui. L'écriture cunéiforme, c'est en forme de quoi, et vous allez voir pourquoi. L'écriture pictographique, voilà, escalateur, ce n'est pas un signe babylonien. Non, mais parce que ça n'existait pas encore, autre chose. Et on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour faire un contrat. Un contrat, ça ressemble à ce genre de truc. Donc on a plein de lettres, on a des mots, on a des clauses, des machins, tout ça. Ça, c'est ce qu'on imagine d'un contrat aujourd'hui. À l'époque, en Mésopotamie, c'était un petit peu différent. Voilà un contrat. C'est ce qu'on appelle un calculi. C'est une boule d'argile, une boule creuse, qui renferme des petites formes, des petits cailloux d'argile qui symbolisent des nombres sous 3 aspects différents. On peut avoir des sphères, des cônes, des cylindres. On leur donne des valeurs conventionnelles, on les met à l'intérieur de la boule, on referme la boule est creuse, comme c'est de l'argile, possible de la casser, et donc au bout d'un moment ça symbolise des trucs, et quand on veut vérifier le contenu du contrat, on casse la boule, et on sait que voilà, c'est inviolable cette boule d'argile, parce que si on veut modifier le contenu, on doit la casser. Si elle est intacte, le contrat est intact, on casse, on regarde ce qu'il y a dedans, et voilà. Ah oui, alors bon, à l'automne dernier, je t'avais donné combien de chèvres? Clac, voilà, il y en avait 50, tu vois bien, on a mis 50, on est bien d'accord sur le machin, donc maintenant tu me dois autant de blé. C'est la première forme de contrat, c'est la première forme de codification d'une information orale. En cas de contestation, on a un truc qui fait foi. De la même manière qu'aujourd'hui, si on a un problème, on conteste une transaction commerciale, on a un papier, il est signé, on sait que. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis une photo de chèvre? Parce que la chèvre est une valeur d'échange importante en Mésopotamie. C'est une blague, parce que j'avais oublié qu'il y avait cette photo. Parce que ça servait notamment dans les échanges de bétail, dans les échanges de biens de consommation. Pas oublier que quand je dis les mères de l'écrit, c'est vraiment ça. Ce qui donne naissance à la nécessité d'avoir une écriture, c'est le fait qu'on produit des trucs à manger. Et donc c'est un besoin vital. On a vraiment besoin, parce que si je donne 50 chèvres au gars et puis qu'après il prétend que je vais donner 30 et qu'il me donne moins de blé, j'ai moins à bouffer, ça ne va pas. Donc on a besoin d'une orthodoxie dans les transactions commerciales. Donc c'est vraiment, les chèvres, en fait, c'est grâce aux chèvres qu'on a l'écriture. Ça a l'air idiot, mais je vous jure que c'est vrai. Par contre, mettre des petites boules et des petits cônes et des machins dans une boule d'argile pour échanger des chèvres, ça va 5 minutes. Enfin, ça va quelques années, mais à un moment donné, les transactions commerciales, ça devient quand même un tout petit peu plus
complexe, donc ça devient un peu difficile de s'en sortir avec juste des calculis. Donc on va conserver le système du calculi qui a l'avantage d'être inviolable. C'est pas possible d'aller changer le contenu puisque sinon on casse le truc. Mais pour se souvenir de la nature du contrat, le calculi c'est juste des nombres, le nom le dit, c'est juste des calculs. Pour se souvenir de la teneur du contrat, du contenu du contrat, en plus des sceaux que sont les calculis, on va inventer des signes qui seront d'abord dessinés à l'extérieur de la boule de glaise. Donc on va tracer des signes dessus qui auront une signification. On va indiquer le contenu, on va indiquer le nombre de calculis qui se trouvent à l'intérieur, parce que sinon si on ne sait plus, c'est un peu difficile de casser, c'est pas grave. On a un aide-mémoire dessus, on indique ce que ça représente, alors ce calcul-là c'est les chèvres, celui-là c'est le blé, celui-là c'est autre chose, voilà. Et puis petit à petit, le système va se complexifier et on va arriver à ceci, des tablettes d'argile. Ça, vous avez certainement déjà entendu parler aussi, où on va parler d'écriture cunéiforme. Donc on a une plaque de terre glaise, d'argile, aplatie. Quand elle est encore humide, à l'aide d'un coin en bois, on va marquer des choses dessus. Marquer vraiment au sens de imprimer, avec un morceau de bois. Quand ça sèche, ben voilà, c'est sec et ça reste. On en a retrouvé beaucoup de tablettes comme ça. Pourquoi est-ce que ça s'appelle de l'écriture cunéiforme? Cunéiforme, ça veut dire en forme de coin. Vous voyez que les lignes qui composent l'écriture, c'est une espèce de petits clous comme ça, en forme de poing qui est enfoncé dans le machin. Donc on délaisse la forme ronde et la forme cylindrique, on garde la forme de pyramide qui est affinée en forme de poing, on les combine et ça forme un début d'écriture. Ceci est rendu possible non seulement par l'existence de l'argile, mais aussi par l'existence d'un instrument d'écriture, parce que vous voyez que le précédent était un peu simple, et celui-là il commence à y avoir beaucoup de trucs dessus. Donc pour écrire là-dessus, on a besoin d'un instrument qui est très très précis. Et cet instrument, en fait, ce sera le roseau. Le roseau est un végétal qui est abondant dans les régions humides. Ça tombe bien, on en trouve aussi dans les régions argileuses. On a l'argile et le roseau, le support et l'instrument d'écriture, pratique. Roseau, en grec, on dit kalamos. Et kalamos, c'est la racine qui va donner naissance aux instruments de l'époque qu'on va appeler des kalames. Le kalame, du grec kalamos, donc, roseau, c'est un roseau taillé en pointe dont on se sert pour l'écriture. On écrit à sec sur des tablettes d'argile encore molles qui n'ont pas encore séché. Et c'est grâce à ce roseau que l'écriture cunéiforme a cette forme caractéristique, parce que quand vous enfoncez un roseau, vous avez forcément une marque qui est irrégulière. Alors petit à petit, on va l'utiliser autrement, le kalame. On va le tremper dans l'encre et écrire sur un support, sur du parchemin. Vous savez ce que c'est du parchemin? Ça fait comment le parchemin? C'est de la peau de bête, tannée, très finement tannée, un truc relativement fin. Donc on écrit. Bon, ça c'est du papyrus. Et en fait, c'est pas des tranches de bambou, c'est des tranches de papyrus. C'est ça, d'où le nom en fait. Tu vois? Pas con, hein? Donc il y a une plante qui s'appelle le papyrus, qui est une espèce de roseau qu'on peut effectivement trancher et dépouiller, qu'on peut aligner en grandes feuilles comme ça. Et ça se fait effectivement chez les Égyptiens, d'où voilà, tout est lié. Et on écrit là-dessus au kalame, donc avec un fin bambou qui va être taillé. Et vous voyez qu'on arrive à des formes qui doivent vous dire quelque chose. Ça commence à ressembler à nos stylos actuels. C'est logique, hein, parce que la plume des stylos actuels, elle est dérivée de cette forme-là. Vous allez voir que dans l'histoire, on a travaillé avec du végétal et puis avec des plumes d'animaux qu'on va tailler de la même manière. Et puis petit à petit, on va faire des instruments en métal qui ont la même forme. Et presque toutes les civilisations de la région qui ont travaillé l'écriture ont travaillé avec les mêmes instruments et ont développé un même art de la calligraphie. La calligraphie, c'est l'art de dessiner les lettres. Et comme il y a une communauté de moyens, de supports,
et d'instruments, eh ben, on va avoir des calligraphies qui vont partager des caractéristiques et qui vont pas forcément se ressembler, mais qui vont fonctionner un peu de la même manière. On va avoir notamment, grâce à la forme de l'instrument de dessin, l'alternance des pleins et des déliés. Voilà deux exemples de typographie. Au-dessus, c'est une police qui s'appelle Didot, avec des pleins et des déliés qui sont très contrastés. Les pleins et les déliés, je ne vous ai pas encore expliqué, mais vous savez peut-être déjà ce que c'est. Les pleins, ce sont les parties épaisses du trait de la lettre. Les déliés, ce sont les parties fines. Vous voyez qu'au-dessus, on a un très grand contraste, une très grande différence entre les parties fines et les parties épaisses. C'est une police qui s'appelle Didot, qui fait partie de la famille des digones, pas très compliqué, et une des caractéristiques de la famille des digones, c'est justement ce grand contraste entre les pleins et les déliés. En dessous, j'avais une autre police qui s'appelle Avant-Garde, qui est une police très moderne, et qui justement, elle, renonce au contraste entre les pleins et les déliés. Il n'y a pas de contraste entre les pleins et les déliés. Elle fait partie de la famille des linéales géométriques. Dans les linéales, généralement, on a peu ou pas de contraste entre les pleins et les déliés. Alors encore aujourd'hui, on pratique l'art de la calligraphie. Je vous montre ici, vous voyez que c'est pas très grand. Vous voyez, vous le voyez pas bien. Ici, on a une personne qui va calligraphier des lettres. Alors, ça se fait au pinceau, mais vous voyez qu'une partie du travail qui est fait consiste justement à gober les pleins et les déliés. C'est cette alternance entre les pleins et les déliés qui va créer un sentiment esthétique dans la lettre. Ça fait partie de la forme de la lettre. Vous voyez aussi que la forme de l'outil, donc ici le pinceau est large et fin, tout incliné par rapport à l'axe de la lettre. On le tient toujours de la même manière. Et le fait de tracer dans un sens ou dans un autre, the eye is tough in a way because you want to make sure it's an eye, you want to make sure it's a Gothic eye, but you also want to make sure that nobody misreads this as a J. So what I usually do in a case like that is je ne vais pas vous les passer en entier, mais je vous les montrerai. Devant ma palette de couleurs, c'est toujours le même dilemme, car je ne sais laquelle choisir pour me connaître. Mon fils, tu peux le faire à travers mes écritures, celles qui font que je respire. Il est vrai que l'archipel me donne l'inspiration, sa philosophie me guide dans mes choix et mes actions. Quel trafic et la vision qui m'anime jusqu'au fond de la ville que mon âme transcendée lorsque ma plume s'agite. Je suis guidé par ma plume, guidé par mon esprit. Je m'évade de ce monde où je noircis papier. C'est un billet gratuit pour ma liberté. Je mets en scène l'art de l'Orient, la pureté de ses traits. Ce type de performance, en fait, il est vraiment basé sur la calligraphie antique. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, on utilise le plein et le délié. Je veux dire, merci les roseaux. Ça vient du fait qu'on utilise des roseaux et qu'en taillant, on obtient une forme qui, naturellement, donne ce genre de tracé. Donc, on utilise pour faire des choses qui peuvent être parfois très esthétiques et qui sont recherchées. Une autre, rapidement, le dernier. Julien Breton, donc pseudo et Calam. Il lui fait carrément de la typo-action, c'est-à-dire que c'est non seulement de la calligraphie, il y a quelque chose dans la recherche esthétique, mais il y a en plus chez lui quelque chose qui se rapproche un peu de l'action painting, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'action painting, je crois que vous en avez déjà parlé un petit peu en culture artistique. Donc lui, il y a quelque chose dans la performance aussi. Il va avoir dans le geste, dans le mouvement, dans la dynamique de création du bidule, il va avoir des choses intéressantes. Alors ça c'est rigolo parce qu'il fait de la typographie dynamique. Alors, moi je ne sais pas faire ça. Avec une longue exposition, donc avec un bâton lumineux, et lui il sait où il est dans l'espace et il arrive à faire ce type de fou.
Moi, ça, je suis jaloux, alors je vais passer parce que c'est bon. Voilà. En BD, on utilise également la technique des pleins et des déliés. Et s'il y en a qui aiment bien la BD ici, qui s'intéressent un peu à la BD, tout ça, eh ben, si une des caractéristiques qui permet de distinguer la BD européenne classique, franco-belge, l'école franco-belge, la ligne claire, tout ça, de la BD moderne d'inspiration anglo-saxonne, c'est l'utilisation des pleins et des déliés. Si vous regardez un album de Tintin, regardez les noirs, prenez-le en noir et blanc, prenez des vieux albums réédition noir et blanc, regardez les traits, c'est tracé au rotring. Il n'y a pas de plein et pas de délié, tous les traits ont la même épaisseur. Prenez une BD, dans le syllabus, vous verrez que j'ai mis un Calvin et Hobbes de Watterson. Je vais prendre n'importe quelle BD, des comics, des comics américains, des BD de super-héros, etc. Regardez les traits, on joue très fort sur l'épaisseur des traits. C'est une des différences. En Égypte, vous savez que c'est comme sur Internet, hein, pendant ce temps au Japon, il faut taper ça sur YouTube, Meanwhile in Japan. Vous allez voir des vidéos où les Japonais sont pas comme nous. C'est une certitude. Ah non, vraiment, je vous assure, ils sont carrément pas comme nous. Meanwhile in Japan. C'est le seul truc que tu vas noter sur les 3 heures de cours. C'est génial ça, je te félicite. C'est génial. Ça fait 2 heures que je fais le cours. Ah, ça c'est quoi? Après on me demande si c'est dur d'être prof. Bah, franchement, ouais, c'est dur. Donc pendant ce temps, en Égypte, on fabrique un sphinx. Non, c'est pas vrai. En fait, le sphinx, il est beaucoup plus ancien que ça. Le sphinx, il date d'avant l'invention de l'écriture. D'où la nécessité d'avoir des esclaves pour le construire, hein, puisqu'il n'y avait pas d'écriture, donc pas de contrat de travail, donc on travaille pour rien. C'est peut-être un peu raccourci comme explication, mais en gros c'est ça. En Égypte, à peu près au même moment, on pratique les hiéroglyphes. Alors les hiéroglyphes, vous en avez tous déjà vu. L'écriture hiéroglyphique, elle est figurative, c'est-à-dire qu'elle utilise des petits dessins. On n'est pas dans l'abstraction, comme avec l'écriture cunéiforme, on est dans la figuration, le dessin d'objets qui existent, et elle fonctionne comme des rébus. C'est-à-dire que vous avez des signes qui représentent des choses, des objets divers, des objets naturels, des objets produits par l'homme, etc. Et on les assemble, et ça forme une phrase. Alors, c'est un peu plus compliqué qu'un simple rébus. En effet, dans l'écriture hiéroglyphique, il y a 3 catégories de signes. Première catégorie, ce sont les idéogrammes. Un signe, un dessin, qui désigne un objet, et qui peut aussi désigner, par métonymie, une action. La métonymie, c'est une figure de style, désigne quelque chose en parlant uniquement d'une partie de ce quelque chose. Je vous explique. Au loin, sur l'horizon, j'aperçois une voile. Qu'est-ce que j'ai vu? Toute seule, sur l'horizon. D'accord. Un autre, moins bête. Un bateau! J'ai vu une voile, mais j'ai vu le bateau. Ah! Je veux parler d'un bateau, je parle de sa voile. Voilà. Donc, une vache. Un âne? Un âne. Voilà. C'est un animal. Merci de cette précision toponymique. Donc, ouais, je sais pas, enfin, une bestiole, quoi. Je sais pas, c'est quoi? C'est sûrement une vache, hein. Je trouve que ça ressemble à une vache, mais avec des grandes cornes. Un taureau. Tu vois des détails que je ne vois pas, mais... À la taille des cornes. Ok, on s'en fout en fait.
Ça va prendre du temps, hein, ce cours. Ça va prendre du temps. Surtout, ça va être long, 3 heures. Hein. Donc, un animal, mettons une vache, ce signe désigne soit l'animal, soit l'élevage de cet animal, par métonymie. Ça, c'est des idéogrammes. L'important, c'est que le dessin représente ce qu'il désigne. Je vais parler d'une vache, je dessine une vache. Il y a ensuite des phonogrammes. Un phonogramme, c'est un mot qui ne désigne pas ce qu'il représente, qui désigne un son. Là, on est dans l'abstraction. Ici, on a un faucon. Je ne sais pas comment on dit faucon en égyptien. Okay. Si ça tombe, on dit faucon. Et donc, du coup, il se pourrait que ce phonogramme désigne le son. Si ça tombe pour le même prix, il désigne le son M. Et voilà. Okay. Il n'y a pas forcément un rapport direct. Mais c'est un phonogramme. Donc là, quand on voit le signe, on ne parle pas de l'objet, on parle du son. Les phonogrammes peuvent être, et attention parce que c'est compliqué, unilitaires, bilitaires ou trilitaires. En fait, le son qui est désigné par le phonogramme est toujours une consonne. Donc on ne note pas les voyelles. Si je me souviens bien, c'est comme dans l'écriture arabe. Il y a quelqu'un qui sait lire et écrire l'arabe ici? J'ai dit un truc drôle. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? D'accord. Il n'est pas là. Donc si... Alors je vais vous expliquer un truc aussi. C'est qu'à un moment ça va cesser de devenir drôle, parce qu'on a quand même pas mal de matière à voir, donc je veux bien rigoler un petit peu, mais il faut aussi qu'on avance, donc on va un petit peu y aller mollo sur les blagues. Donc si je me souviens bien, l'écriture arabe, qui par ailleurs est un des dérivés de l'écriture hiéroglyphique, pratique de la même manière, c'est-à-dire qu'en arabe on note les consonnes, on ne note pas les voyelles. Par contre, on note les voyelles sous forme d'accent qu'on rajoute sur les consonnes. Si je me souviens bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'écriture hiéroglyphique, avec les phonogrammes, on fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on note les consonnes, les voyelles sont implicites, et on va avoir des unilitaires, des bilitaires, des trilitaires, selon que le son va représenter selon que le signe va représenter 1, 2 ou 3 sons. Okay. Tous les phonogrammes sont des consonnes ou des semi-consonnes. Je vous ai isolé dans le tableau les signes qui sont des semi-consonnes. Les semi-consonnes, c'est quoi? C'est par exemple le J, le J, qui est une semi-consonne parce qu'il a une valeur de consonne, mais il a un son qui est vocal quand même. Quand on dit J, on émet un son plus que quand on émet le son P, par exemple. C'est juste une consonne explosive. C'est le cas pour le W, c'est le cas pour le Y. Alors, la troisième catégorie de signes, qui est intéressante également dans l'écriture hiéroglyphique, ce sont les déterminatifs. Les déterminatifs sont des signes qu'on ne prononce pas, mais qui vont préciser le champ lexical, préciser le sens du mot qui va suivre ou précéder. Qui précède. Les déterminatifs suivent le signe. Par exemple, je vous indique, si je vous mets le hiéroglyphe qui va signifier fort, alors, ça ne va pas passer. Sort.
Sors. Tu vas envoyer des SMS, tu le fais dehors. Tu sors. Tu ne reviens pas. La semaine prochaine, tu reviens. Envoyer des SMS à un cours, non seulement c'est idiot, mais en plus c'est grossier. Je n'admets pas qu'on soit grossier à mon cours. Sors d'ici, s'il te plaît. Également. C'est donc volontaire pour l'envoi de SMS. N'hésitez pas à aller envoyer vos SMS dans le couloir. Mais ça, je ne supporte pas. Les déterminatifs, donc, vont préciser le sens du signe qui précède. Si je vous mets un hiéroglyphe qui signifie fort, est-ce que je veux dire fort costaud, est-ce que je veux dire fort château fort, ben, je dois le préciser. Comme il y a des signes qui sont des idéogrammes et qui peuvent avoir plusieurs sens, si je mets l'idéogramme qui signifie travail, est-ce que je veux dire travail? Est-ce que je veux parler du verbe travailler? Est-ce que je veux parler du travailleur, celui qui travaille? Je dois le préciser aussi. Bien ça va être indiqué en hiéroglyphe par un signe déterminatif qui va suivre le précédent. Ça veut dire que l'écriture hiéroglyphique, elle est fort complexe. Non seulement il y a de nombreux sons, mais de nombreux signes, mais il y a également de nombreuses manières de les combiner. Il y a les déterminatifs qui sont très nombreux et qui vont affecter le sens des signes qui précèdent, donc c'est compliqué. Par exemple, le déterminatif, je ne sais plus ce que c'est que le soja. Voilà, ici, je pose, on a un déterminatif personne, donc c'est la personne qui s'appelle Rose, pas la fleur. Fort, déterminatif qui signifie l'idée d'abstraction, c'est donc l'idée de la force. Et si on parle d'une personne, ce sera cette personne qui est forte, costaud, pas du fort de longtemps. La langue, celle qu'on a dans la bouche, pas la langue qu'on parle. Alors on peut utiliser l'écriture hiéroglyphique pour ses valeurs phonétiques uniquement. Vous avez notamment un auteur qui se trouve sur le site egyptos.net où on peut composer son nom en hiéroglyphe. C'est assez connu parce que c'est sur des cartouches comme ça. Le cartouche, donc c'est la forme englobante, hein, c'est l'espèce d'ovale avec une ligne derrière, et en fait c'est une marque de signature chez les Égyptiens. Quand vous avez des hiéroglyphes qui sont dans une cartouche, ça désigne une personne. Il peut arriver que ce cartouche soit à l'intérieur d'un texte plus vaste, auquel cas on parle d'une personne importante qu'on va désigner par son cartouche. Et ça peut arriver que ce soit au bas d'un texte, ce qui veut dire que l'auteur du texte est la personne qui est désignée dans le cartouche. Ici, je me suis amusé à refaire le mot typographie, lettre à lettre. Il est évident que le faire de manière phonétique comme ça, probablement ça ne dirait pas grand-chose à un Égyptien à l'époque. En dessous, on a le vrai cartouche qui désigne Ptolémée. Ptolémée étant un prêtre scientifique égyptien. Ptolémée, c'est un gars qui a inventé plein de choses. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est important. Et là, on a son vrai cartouche. Vous pouvez aller voir sur le site egyptos.net, www.egyptos.net, et vous avez un petit gadget qui vous permet de le faire. Alors c'est rigolo parce que vous tapez des lettres, ça s'inscrit. Il faut savoir qu'en égyptien antique, tous les sons n'existent pas. Donc par exemple, si on veut écrire Xavier, il n'y a pas de X, il n'y a pas de V. C'est embêtant. Il n'y a pas de X, il n'y a pas de V, il n'y a pas de voyelle. Donc je mets R. L'écriture hiéroglyphique, en fait, elle va durer très longtemps. Jusqu'à l'époque romaine. Ça veut dire plus de 3000 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, là, on est en 2015. Okay. Déjà, à l'époque de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, ça fait même pas encore la moitié de l'Empire égyptien. Okay. Donc c'est très long, l'Empire égyptien. Ça veut dire que pendant
la période égyptienne, l'écriture elle a évolué. Les hiéroglyphes ont été essentiellement gravés sur pierre, sur des monuments. Je vous en reparlerai l'année prochaine en colonisation, quand on parlera de l'évolution du graphisme, de l'image. Et les hiéroglyphes, alors c'est super pratique à lire parce que ça peut se lire dans 3 directions. Ça peut se lire de gauche à droite, ça peut se lire de droite à gauche, ou ça peut se lire de haut en bas. Ça ne veut pas dire que les 3 sont possibles sur un même écrit, ça veut dire qu'il y a 3 types d'écrits, on peut le faire de 3 manières. Je ne sais pas très bien comment on s'y retrouve, moi je ne sais pas lire les hiéroglyphes, mais je pense que les égyptologues doivent assez solidement se casser la tête quand ils doivent déchiffrer. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nos caractères actuels, les hiéroglyphes s'inscrivent dans ce qu'on appelle des quadras, c'est-à-dire des quadrilatères d'espace qu'ils sont seuls à occuper. Donc c'est pas comme l'écriture cursive. Vous savez, l'écriture cursive, les lettres sont liées, elles s'interpénètrent un peu les unes les autres. Okay. L'écriture informatique, ou l'écriture à la machine à écrire, ou l'écriture imprimée, la typographie, les lettres occupent une boîte d'espace, et puis les boîtes d'espace s'empilent les unes derrière les autres. D'ailleurs, on va utiliser cette propriété pour définir l'approche des lettres, pour définir leur interligne, etc. Et bien, en Égypte, on a déjà cette caractéristique-là, donc on a des carrés virtuels qui vont s'empiler et qui vont former un ensemble harmonieux. Ce qui est assez étonnant, c'est que les Égyptiens sont quand même pas des manches. Ptolémée, je vous ai dit, il a découvert plein de trucs, c'est le premier scientifique qui a découvert le diamètre de la Terre et la distance de la Terre à la Lune. Les Égyptiens savaient quand même que la Terre était ronde, ils ont calculé le diamètre de la Terre. C'est pas exact, mais c'est vraiment pas très loin, c'est à moins de 2%, c'est bon. Ils ont calculé la distance de la Terre à la Lune, et là ils sont à 10% près, c'est bon. Donc c'est vraiment pas des manches sur la géométrie et sur plein de trucs intéressants. Sur la médecine, ils étaient très forts. Et pourtant, les Égyptiens n'ont jamais franchi le pas d'avoir un alphabet complet phonétique. Donc ils ont toujours conservé ce système d'écriture assez compliqué, avec à la fois des sons et des idées, des sens d'écriture différents, etc. C'est assez étonnant de voir ça. Par contre, ils ont fait évoluer leur manière d'écrire. Parce que pour les documents administratifs, pour tout ce qui est écrit sur papyrus, quand vous gravez un truc sur une façade de bâtiment, que ça vous prenne une semaine ou 10 jours, ma foi, c'est pas bien grave. On a le temps, c'est de toute façon le bureau marteau, ça prend du temps. Par contre, quand il faut faire vite un document dans une administration, que c'est écrit sur un support portable comme un papyrus, là vous avez quand même, si vous pouvez commencer à dessiner tous les détails du petit dessin, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ils vont faire évoluer le dessin par réduction. Et vous voyez des exemples ici de tracés qui ont été réduits pour arriver à une forme qu'on va appeler linéaire. Donc, on va essayer de réduire le temps d'exécution de chaque dessin et on va essayer de rendre la forme de l'écriture plus adaptée à des supports qui ne sont pas des supports massifs, gravés, où on a plein de place, etc. Donc on va essayer de simplifier. En fait. Et donc on va soit simplifier simplement le dessin, comme vous voyez ici, soit on va carrément abstraire le dessin. Donc vous voyez que, par exemple, dans la colonne de gauche, vous voyez une espèce, alors je ne sais pas ce que c'est 3 ibis, 3 autruches, je ne sais pas quoi. Eh bien, on va juste prendre une partie du dessin. Le lapin, colonne du milieu, on va juste prendre les cuisses du lapin. Et de cette manière-là, on va arriver avec des hiéroglyphes linéaires. Alors, c'est important, quand on réduit la forme du dessin, forcément, on modifie son esthétique. Les Égyptiens trouvaient ça moche. Donc, les hiéroglyphes linéaires, on ne trouve jamais ça sur des bâtiments ou sur des monuments, c'est impossible. L'esthétisme n'est pas très importante, et donc, là où sur les temples et sur les bâtiments, on conserve des trucs très détaillés et qui sont des vraies œuvres d'art, sur les papiers, ou sur les papyrus, on fait beaucoup plus simple, on donne un système beaucoup plus abstrait, beaucoup moins figuratif, qui va donner naissance à ce qu'on va appeler l'écriture hiératique. Je suis perdu dans mon exemple.
C'est ça. On arrive donc à l'écriture hiératique, à la notion de ligne d'écriture. Un truc important, c'est que, regardez le papier, écriture cursive, écriture hiératique égyptienne, c'est assez rare parce qu'évidemment les supports sont beaucoup plus fragiles, donc il en reste moins. Regardez l'écriture, il n'y a rien qui vous choque dans ce truc. Par rapport à un texte moderne, pas de paragraphe et surtout, pas de mots. Il y a certes des lignes de texte, mais il n'y a pas de séparation entre les mots, pas de séparation entre les paragraphes. Tout est aligné. Par contre, c'est une écriture cursive. On se rend bien compte que c'est plus adapté, ça, que les grands dessins, machin, avec des lignes, des cartouches et des bazars ainsi. Donc on arrive à la notion de ligne d'écriture, à l'écriture cursive, mais pas encore de paragraphe. Ça va encore évoluer jusqu'à ce qu'on appelle l'écriture démotique. Et l'écriture démotique, démos en grec, c'est le peuple. L'écriture démotique, c'est celle qui va permettre à tout un chacun d'écrire. C'est l'écriture qui est pratiquée par tous ceux qui savent écrire, même si à l'époque, on a toutes les raisons de croire qu'il n'y avait pas grand monde quand même qui pratiquait l'écriture. Mais l'écriture, le style démotique, c'est encore une simplification du style hiératique, qui était lui-même une simplification du hiéroglyphe, hein, donc à chaque fois dans la simplification. L'écriture hiératique va progressivement perdre son caractère commun et devenir elle aussi réservée aux documents administratifs, religieux, etc. Et pour l'écriture de la vie de tous les jours, les Égyptiens vont pratiquer l'écriture démotique, qui est plus accessible, plus cursive. Regardez aussi, je vais vous montrer l'autre, regardez la forme des lettres. Vous voyez ici la forme des lettres, on est dans quelque chose de très carré, très géométrique. Ici, on sent beaucoup plus le geste d'écrire. C'est plus incliné, c'est plus coulé. Donc on a quelque chose qui est assez différent. Et donc l'écriture démotique va devenir un système qui est utilisé par tout un chacun, que tout le monde peut pratiquer. Techniquement, c'est pas très difficile. Alors que les autres écritures, les hiéroglyphes très forts, et même l'écriture hiératique, étaient pratiquées par les scribes. Vous avez tous déjà vu les scribes. Et les scribes étaient importants en Égypte parce que tous les systèmes d'écriture sont complexes. Le nombre de signes, la difficulté d'exécution, etc. Donc les scribes avaient un rôle très important. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ah oui, parce que... Oui, voilà. Donc je vous montre ici des tablettes hiéroglyphes. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce petit film dans le diaporama. Pristine condition and displayed in the Louvre in Paris, France. Voilà, peu importe, vous le verrez de toute façon. Je vous préviendrai la semaine prochaine quand j'upload le film. En fait, c'est bête, mais j'ai un problème de place dans mon centre de ressources parce qu'il y a plein de trucs et donc j'ai plus de place pour mettre le film. Je vous le dirai, pas de souci. Alors, entre ces deux sources, entre les hiéroglyphes égyptiennes et l'écriture cunéiforme en Babylone, les peuples dits sémitiques, qu'est-ce que c'est les peuples sémitiques? En gros, c'est les peuples qui tournent autour d'Israël, Israël et Palestine, le centre du croissant fertile, vont avoir progressivement vers moins 1000, on a une date qui est une première trace écrite, forcément, d'un nouveau style d'écriture qui date de 1050 avant Jésus-Christ. Et c'est probablement à travers les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Mésopotamie, si vous vous souvenez de la carte de croissant fertile, l'Égypte d'un côté, la Mésopotamie de l'autre, et entre les deux, qui ça? Israël. Israël qui s'appelle pas encore Israël, c'est-à-dire la Palestine. Toute cette région qui est en bord de Méditerranée, qui est idéalement située pour le commerce avec le reste de la Méditerranée, évidemment. Ça fonctionne très très bien. Donc forcément, va devenir une région qui est centrale pour les échanges commerciaux. Les systèmes d'écriture vont s'unifier là-bas, et parce qu'ils vont forcément être entre les deux, donc ils vont avoir intérêt à pratiquer tout. Et donc, entre Mésopotamie et
Égypte, on va avoir l'émergence d'un système complet de notation, le premier alphabet, le premier système. Donc c'est quoi un alphabet? C'est un ensemble limité de signes qui ont la vocation de représenter tout ce qu'on peut dire. Réfléchissez à notre alphabet, on a 26 signes. Avec ces 26 signes, on peut tout dire et écrire. Voilà, un ensemble limité. C'est pas la même chose que les hiéroglyphes, qui ont un ensemble très très vaste. C'est pas la même chose que les idéogrammes chinois et japonais, par exemple. Là, vous avez aussi un ensemble très très vaste. Vous savez que un enfant de 6 ans en Chine qui commence à apprendre l'écriture, on considère qu'il commence à connaître un peu l'écriture quand il connaît plus de 1000 signes. Je vois que vous, à 6 ans, 26 lettres, c'est déjà dur. Voilà. C'est compliqué en plus les signes. Cet alphabet, ce premier système de notation, on va l'appeler l'alphabet proto-sinaïtique. Compliqué hein, comme nom. Proto-sinaïtique. Ça veut dire que c'est un pré-alphabet, quelque chose qui va donner l'alphabet et qui vient de la région du Sinaï. La cité phénicienne de Byblos semble avoir joué un rôle absolument décisif dans la diffusion de cet alphabet-là, et on constate que au XIe siècle, avant Jésus-Christ, il est parfaitement établi. Et donc, on va donner une date qui est un peu artificielle quelque part, hein, qui est 1050. Les premières traces écrites, les premières traces physiques qu'on trouve de cet alphabet, c'est 1050. Donc probablement il a évolué depuis avant. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que en 1050, on a la date qui nous sert de transition entre le modèle linéaire, donc l'écriture cunéiforme d'un côté, l'alphabet démotique des Égyptiens de l'autre, et tout ça va s'unifier et passer à ce qu'on va appeler le modèle phénicien, l'alphabet proto-sinaïtique. On en trouve une trace sur un tombeau qui s'appelle le tombeau d'Ahiram. C'est un sarcophage en fait qui est le sarcophage, le tombeau du roi Ahiram qui était roi de la cité de Byblos. Il est conservé au musée de Beyrouth. En voici une détail, en voici une vue générale, pardon. Il est considéré comme une source unique pour tous les alphabets du monde. Et alors, normalement, j'étais censé avoir un détail de la frise, mais je constate que le truc n'y est pas. La frise, en fait, c'est toute cette partie. Alors, ce que j'ai... La frise, en fait, nouvelle pour l'époque, qui est le meilleur exemple qu'on a d'écriture proto-sinaïtique. Et voilà l'alphabet phénicien proto-sinaïtique qu'on trouve sur ce sarcophage, qui est constitué de 22 signes. Et ces 22 signes correspondent à des sons. Ils figurent des choses très abstraites. Par exemple, la première lettre figure un bœuf. On le sait parce que par ailleurs on a de la documentation sur cet alphabet, donc c'est censé être un signe qui représente un bœuf. Et le bœuf, la valeur correspond sans doute au premier phonème du mot qu'on associe à la chose. Très probablement, la valeur alphabétique de cette lettre est liée à la manière dont on prononçait le mot bœuf en phénicien. Personne ne parle en phénicien, on ne peut pas le savoir, pas tellement d'enregistrement audio de l'époque. Hein. Mais donc, cette lettre, ben voilà, elle va correspondre on sait par ailleurs, on connaît le nombre de lettres qui vont correspondre à la signification ça correspond à notre G. Notre alphabet c'est ABC, pas ABG, mais vous savez sans doute qu'en grec l'alphabet c'est alpha, bêta, gamma. Donc ça correspond à la troisième lettre. Donc on voit bien déjà là la signification.
Alors, intéressant aussi, dans ces 22 caractères, il n'y a pas de voyelles, de nouveau, ce qui indique... Oui. Comment on a réussi à les traduire? Écoute, j'ai du mal à t'indiquer les méthodes exactes, mais nous sommes dans une période où on n'est plus dans la préhistoire, on est dans l'histoire, parce que l'écriture existe. À partir du moment où on invente un alphabet, c'est pour s'en servir, et donc en fait on a beaucoup de documents de l'époque. On a aussi des gens qui font ce qu'on appelle de la métalinguistique, c'est-à-dire qu'ils écrivent avec l'alphabet, mais pour parler de l'alphabet, comment ça se passe? Il y a des grammaires, maintenant. Donc on a retrouvé toute une série de documents, et les archéologues font du boulot quand même, l'air de rien. Donc ils ont combiné tout ça. On a trouvé des choses qui étaient transitionnelles aussi. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est quoi? C'est un système de traduction. On a une grande pierre avec un texte identique, rédigé une fois en grec, une fois en hiéroglyphe, ou en hiératique, je ne sais plus, enfin en tout cas en écriture égyptienne, et une troisième fois dans une langue du Moyen-Orient, peut-être bien du phénicien, je ne sais plus. Il y a deux langues qu'on connaît, et donc forcément on décode la troisième. C'est chaque fois comme ça qu'on fait, c'est un boulot de comparaison, c'est un boulot de dingue évidemment. Pardon? Écoute, alors... Non, ils n'ont pas rencontré d'Égyptiens, mais c'est un travail d'archéologues, donc c'est des gens qui ont retrouvé des textes, qui ont comparé les choses entre elles et qui ont étudié le bidule. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une vérité scientifique acceptée, donc tu peux en trouver la démonstration facilement en parlant à quelqu'un qui est spécialiste de l'écriture phénicienne. Mais je dois bien t'avouer que moi, je n'en suis pas tout à fait spécialiste. Mais je peux te dire que c'est sûr et certain. Bon, il va t'expliquer. Peut-être que tu ne vas pas tout comprendre à l'explication. Mais je t'assure qu'il y a des bonnes raisons scientifiques pour le dire. C'est pas inventé. Non, mais enfin, quand je t'explique la théorie de l'évolution, tu vas aussi me croire sur parole. Quand je t'explique que la Terre est ronde, comment? Elle n'est pas très ronde. Ah oui, alors là, ça va devenir plus compliqué, effectivement. Ça dépend à quelle distance tu la regardes. Alors, écoute, c'est normal que tu ne vois pas. C'est normal. Je vais même te dire, c'est bien. Par contre, je pense que ça dépasse un peu le cadre de ce cours. Donc, je trouve que c'est très bien, de manière générale, et prenez-en de la graine les autres, c'est très bien de remettre en cause les choses qu'on vous apprend, vraiment. Et tu as tout à fait le droit de te demander pourquoi et comment on en est arrivé là. Le problème, alors, pour la plupart des objets de secours, je serais d'accord de revenir en arrière et de t'expliquer le pourquoi et le comment. Avec l'écriture phénicienne, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que je ne suis pas spécialiste, donc j'ai un peu de mal à vraiment te donner l'explication complète. Et la deuxième raison, c'est que même si j'étais spécialiste et que je le faisais, c'est quand même vachement compliqué. Donc, je suis désolé, mais sur ce coup-là, tu vas être obligé de me croire sur parole. Par contre, je te donne ma parole d'honneur que ce n'est ni inventé ni fantaisiste. Il y a vraiment une explication scientifique derrière, et qui est complexe. Voilà. Je te jure, c'est vrai, c'est pas rien de le croire. Ben, parfois, c'est plus compliqué pour d'autres. Dans ce cas-ci, l'écriture phénicienne, c'est quand même un gros morceau. Mais en tout cas, sache que ça ne sort pas... Il y a des écritures, voilà, je peux te donner un contre-exemple par exemple. Il y a des écritures, on va parler du linéaire B tout à l'heure. Le linéaire B, c'est une écriture qui date vaguement de la même époque, qui est utilisée dans la Méditerranée, dont on a trouvé des traces en Crète. Et bien, cette écriture-là, on ne sait pas. C'est un des... On en parle dans un livre très chouette qui s'appelle L'Histoire des codes secrets. Et c'est une écriture, c'est un système de codage d'informations qu'on est incapable de déchiffrer. Donc on ne va pas inventer, juste on a le truc,
on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas comment ça se prononce, on ne sait rien. Ce que je peux te dire avec le phénicien, c'est qu'on ne sait pas comment ça se prononce. On sait que ça renvoie, que le fameux Aleph renvoie au bœuf, parce qu'on a des textes qui en parlent. Et qu'on a été capable de les traduire. Pourquoi? Probablement parce qu'on a trouvé des équivalences, des comparaisons, des trucs traditionnels, etc. Donc on est capable de lire le texte. On ne sait pas le lire à voix haute, on ne sait pas comment ça se prononce, mais on en comprend la signification. On en comprend les règles d'organisation, c'est-à-dire la grammaire. On sait dire ceci est un nom, ceci est un verbe, ceci est un adverbe, etc. Donc on comprend comment ça fonctionne. Le son, on ne l'aura jamais. Plus personne ne parle cette langue. Ce qu'on peut savoir, par contre, et c'est intéressant dans le cadre de la typographie, c'est que comme pour les manières d'écrire, il y a une filiation dans les langues. Je ne sais plus où est ma diapo. Ça, c'est important parce que cette évolution grammaticale et cette évolution de notation, ben en fait, c'est une évolution graphique aussi. Puisque là, de nouveau, on n'est pas dans la préhistoire, on est réellement dans l'histoire, et donc on est dans quelque chose qui va déterminer la manière dont on écrit. Par exemple, l'invention de la voyelle. Par exemple, l'invention de la voyelle. Dans l'alphabet proto-sinaïtique, pas de voyelle, comme en arabe. Ce qui veut dire que Islam, Salomon, Slimane, Suleiman, Selim, Shalom, Salam, ça s'écrit SLM. Après, vous mettez les accents où vous voulez et vous prenez un accent différent et vous avez le mot paix dans 5 langues différentes. Et ça veut dire paix. Un gars qui s'appelle Suleiman, qui vient d'un pays arabe, et un Israélien qui parle hébreu, il dit bonjour, il dit shalom, en fait, il l'appelle par son nom. Il ne faut peut-être pas comprendre, hein, parce qu'il y en a un qui parle hébreu, qui dit paix, qui veut dire bonjour en hébreu, et que l'autre s'appelle Suleiman, mais c'est pareil, c'est le même mot. D'accord ? Les langues sémitiques en général, donc les gens qui viennent de cette région du centre du croissant fertile, se caractérisent notamment par 1. La prédominance de racines trilitères, donc 3 consonnes porteuses du sens fondamental, et l'usage de consonnes laryngales, gutturales, emphatiques, donc des consonnes qui vont donner du corps au mot. Du coup, les voyelles sont relativement peu utiles, et donc on va le plus souvent les déduire du contexte, parce que si on vous écrit SLM, ben, on ne peut pas le prononcer comme ça, donc on va rajouter des mots, probablement on va rajouter une voyelle ouverte après le premier S pour pouvoir enchaîner sur le L, parce que verbalement, phonétiquement, on ne peut pas le faire comme ça.
je sais pas, vous avez l'air d'avoir plein de trucs à dire qui sont super intéressants, donc je vais vous demander si vous souhaitiez que j'interrompe le cours. C'est bon, ça va. Je vais continuer. Donc du coup, les voyelles, d'une part, se déduisent du contexte, ou d'autre part, se notent sous forme d'accent. Quand on note l'arabe moderne, on le note avec des points et des barres, etc. Donc, moi, je ne sais pas écrire l'arabe, donc voilà. Mais en gros, c'est ça. Voilà un exemple très ancien d'écriture alphabétique, cursive. On appelle écriture cursive des graphies, donc des systèmes d'écriture qui permettent d'être écrites graphiquement et qu'on simplifie, comme le tracé calligraphié, qui sont eux dessinés. Ici, on va faire beaucoup plus simple. Cursif, en fait, ça vient du latin currere. Currere, ça veut dire courir. On le dit, cursif, on écrit plus vite. Par définition, les écritures cursives, elles sont conçues pour des supports portables, comme le papier, et elles sont faites pour être écrites à la main. Okay. Donc, en règle générale, et c'est le cas pour le proto-cinétique, pour le phénicien comme pour les autres, quand on a un système d'écriture qui est codifié, calligraphié, etc., avec des beaux dessins bien nets, il y a aussi une pratique cursive qui va avec. Voilà. L'évolution vers l'alphabet latin, elle a été très lente et elle a été très complexe. On va trouver des symboles à Chypre qui sont les mêmes que les symboles proto-cinétiques qui ont été simplifiés par les Phéniciens eux-mêmes, et puis développés par les Étrusques, et puis par les Grecs, etc. Donc on a voilà un exemple d'alphabet phénicien, plus courant que le proto-cinétique, qui est aussi chez les Phéniciens, et voilà l'évolution. Donc vous avez ici plusieurs lignes. Il y a toute une série de lettres donc voilà. La civilisation crétoise va, elle, développer un alphabet qu'on va appeler le linéaire, le fameux linéaire B dont je vous parle. Le linéaire A et le linéaire B, c'est des alphabets qui sont parallèles à l'alphabet phénicien, qui vont se développer pendant bien longtemps et qui vont nous poser un problème que le linéaire A, oui c'est ça, je me suis trompé tout à l'heure, le linéaire B est décrypté, le linéaire A, on ne sait pas si ça s'appelle le linéaire A, on trouve juste nous que c'est un alphabet linéaire, et on en a trouvé deux variétés qu'on a appelées A et B comme c'est original, mais A il est indéchiffrable. Voilà. C'est un des plus grands défis de la cryptographie à notre époque. Le déchiffrage du linéaire A, il y a des gens très costauds qui s'y sont attaqués et qui ne sont pas arrivés. C'est vraiment un truc qui est intéressant toujours aujourd'hui. Vers 900 avant Jésus-Christ, vous voyez que ça va assez vite. Hein. Proto-cinétique, la date qu'on donne, c'est 1050 avant Jésus-Christ. On est à peine 150 ans plus tard. Vers 900 avant Jésus-Christ, les Phéniciens vont adopter, les Grecs vont adopter l'alphabet phénicien. Ah oui, voilà, pardon, excusez-moi. J'oublie cette diapo. Un truc en linéaire B. C'est joli, hein. C'est la tablette, hein, c'est pas les dessins. Le dessin du bas, c'est une transcription de ce qui est sur la tablette, dessiné au bic, et à droite, c'est je sais pas quoi. Je sais
que c'est. Un monsieur qui danse. Je sais pas. Donc, alors, pas très compréhensible le linéaire B, mais vous voyez quand même une chose, c'est que même si les formes ne sont pas les mêmes, on voit bien qu'il y a une vague filiation avec les alphabets dont on vient de parler. Hein. On est dans le même genre de truc. On ne sait pas ce que c'est, mais on est dans le même genre de truc. En 900, les Grecs vont adopter l'alphabet phénicien. Jusque-là, ils avaient différents systèmes d'écriture linéaire qui ne sont pas vraiment parvenus jusqu'à nous. Et puis, ils vont le faire évoluer. Et ça va donner naissance à un alphabet qui est lisible. Alors vous voyez en haut l'alphabet phénicien, en bas sa variante grecque. Et bon, ben voilà, ils vont adapter l'alphabet, notamment parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les Grecs, donc, ils parlent grec, il y en a beaucoup qui suivent, alors que les Phéniciens, donc, parlent phénicien. Ça paraît logique, hein, mais c'est pas la même langue. Donc forcément, selon les langues, il peut y avoir des sons qui existent ou qui n'existent pas. Comme je vous disais, quand vous regardez les hiéroglyphes, vous réfléchissez aux sons, etc., et qu'on essaie de transcrire phonétiquement certains mots, on n'y arrive pas. Le son V, c'est un son qui n'existe pas dans beaucoup de langues. J'avais fait le test une fois pour écrire mon nom, mon prénom, alors je ne sais jamais, en hiragana, un caractère japonais phonétique, il n'y a pas de son V. C'est mal. Et le X c'est deux sons. Hein. X c'est une console militaire. Parce que Z, il n'y a pas. Bon, ils ont un G et ils ont un Z. Mais par contre, ils sont incapables de les enchaîner de manière militaire. Donc en fait, ils ne savent pas dire Z. Donc ils savent faire coton. Coton vent. Voilà. Meanwhile in Japan, hein, comme on disait tout à l'heure. Bon, bref. Donc quand on adapte un alphabet, quand les Grecs adoptent l'alphabet phénicien, ben, ils le font pour des raisons pratiques, mais ils vont aussi évidemment le modifier pour l'adapter à leur sauce, parce qu'il faut bien. Ils vont changer des trucs juste pour que ça permette d'écrire le grec, parce que le grec ne se prononce pas comme le phénicien. Donc c'est une adaptation, et ils vont changer pas mal de trucs, notamment ils vont adopter les voyelles. Je vous ai dit que l'alphabet phénicien ne connaissait pas les voyelles, les Grecs vont l'adapter pour diviser l'alphabet en deux catégories, consonnes et voyelles, et pour que les mots écrits avec cet alphabet soient prononçables, les consonnes doivent toujours être accompagnées d'une voyelle. Il n'existe pas dans les langues européennes depuis les Grecs, il n'existe pas de mots qui ne soient composés que de consonnes. Les Grecs, voilà donc les voyelles des Grecs. Les voyelles d'origine, donc c'est le A, Aleph, Alpha, le E, l'Epsilon, le I, Iota, le O, Omicron. Il y a un oméga aussi chez les Grecs, c'est un peu différent dans la prononciation. Et le Y, qui est Upsilon, qui donnera notre U et pas notre Y. Notre Y, c'est une lettre qui est reprise et réinventée et qui a une valeur de double I. Donc contrairement à son nom, le Y, c'est pas un I et il n'est pas grec. C'est bizarre. Et ce sont des adaptations de consonnes qui sont superflues en grec, mais qui existaient dans les langues sémitiques. Je vous donne juste un exemple, puisque là on rentre vraiment dans des détails, mais le fameux Aleph, que les Grecs vont réutiliser pour symboliser le A. Ben, en fait, dans les langues sémitiques, il n'a pas la valeur du son A. Il a la valeur d'un coup de glotte, d'un O. Comme ça. Donc c'est pas un son qui est une voyelle. C'est un son qui a une valeur de consonne, mais qui n'existe que dans cette langue. Vous savez, les langues, parfois c'est bizarre. Hein. Il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà vu un film qui est un peu vieux, qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ».
C'est à pisser de rire, il faut le regarder vraiment. Et en fait, ce film, je vous en parle ici, pourquoi? Parce que dans ce film, il y a des Indiens, des Bochimans. Les Bochimans, c'est une tribu nomade qui habite le désert du Kalahari. Le Kalahari, c'est en Afrique du Sud, c'est un des déserts les plus arides du monde. Et ces gars vivent dans le désert, tout va bien. Et en fait, ils ont une langue très particulière. Et dans cette langue, il y a le son. Et quand ils parlent, il faut... C'est très rigolo à entendre. Je suis incapable de le faire, mais voilà. Et comment vous représentez ça en alphabet latin? C'est ça. On ne peut pas. Donc si, alors, fort heureusement, ils ont une langue qui n'est pas écrite. Enfin, fort heureusement, non. S'ils adoptaient un alphabet pour écrire leur langue, ben, il faudrait bien qu'ils utilisent une lettre pour symboliser ce son. Et c'est forcément soit une lettre qui existe chez nous parce que le son existe chez nous et qui n'existe pas chez eux parce que le son n'existe pas chez eux et donc on va la réemployer, soit ils vont inventer une nouvelle lettre. Forcément, obligé. Ben, c'est ce que les Grecs font avec l'alphabet phénicien. Et les Grecs vont donc adopter cet alphabet qui va progressivement, on est très proche de l'alphabet latin avec l'alphabet grec. Les Grecs vont l'utiliser. Ah oui, les Grecs aussi vont, ça c'est important par rapport à la typographie, les Grecs vont introduire ce qu'on appelle les signes diacritiques dans leur alphabet. C'est quoi un signe diacritique? C'est un signe ajouté à une lettre qui modifie son sens. Par exemple, un accent aigu, c'est un signe diacritique. On le rajoute sur un E, pour signifier que ce E, on le prononce E. On altère la signification du signe. Les Grecs vont écrire de plusieurs manières, notamment, ils vont écrire dans la pierre. L'écriture lapidaire. Et c'est intéressant parce que vous allez voir que quand on parlera de classification, la prochaine fois on commencera à aborder la question de la classification, quand on va parler de classification, on va parler dans certains cas de police de caractères antique pour parler de caractères sans empattement. Ben, ça vient de là. L'écriture lapidaire des Grecs, elle n'utilise pas les empattements. La classification Thibaudeau, qui est une des classifications de caractères modernes, ben, elle considère que les lettres qui n'ont pas d'empattement sont des antiques. L'écriture lapidaire des Grecs, elle se caractérise par des lettres qui vont être régulièrement ordonnées. Vous voyez qu'on est un peu comme dans l'écriture hiératique des Égyptiens, on a des lignes. On a très peu d'espacement entre les lettres, mais on voit que c'est bien ordonné, dans des quadrats de nouveau, hein, la lettre occupe sa portion d'espace, etc. Par contre, l'organisation est difficile pour nous, parce qu'il n'y a pas d'espace entre les mots, et en plus, parce que les Grecs n'ont pas tout à fait encore décidé dans quel sens ils allaient écrire. Ben oui, c'est difficile hein, comme décision. Et donc les Grecs, souvent, ils écrivent en boustrophéidon. Ça, c'est un joli mot. C'est pas compliqué du tout, hein, les Grecs. C'est assez sportif, hein. Fort heureusement pour nous, après quelques dizaines d'années de pratique, les Grecs se sont dit, bon quand même, ça suffit, hein, c'est rigolo 2 minutes, mais ça va. Et donc ils se sont un peu fixés sur l'écriture normale de gauche à droite comme nous. Ce qui veut dire que quand les latins... Ah oui, toutes les diapos ne sont pas de moi, je précise. Je n'approuve pas forcément toutes les blagues qui sont sur les diapos. J'ai récupéré un diaporama d'un collègue, dont je ne citerai pas le nom, c'est Dominique, qui... Voilà. Boustrophédon, c'est à la manière du laboureur. Le laboureur, dans les champs, il fait
un sillon dans un sens, un sillon dans l'autre, un sillon dans un sens, un sillon dans l'autre. Il y a plein de trucs à dire avec le sens des socles de charrue, etc. Encore un exemple de Boustrophénon. Alors ce qui est rigolo, c'est que, remarquez un truc, c'est que l'air de rien, il est demandé de s'occuper. Non seulement dans l'autre sens, mais le mètre de personne. Donc, comme je disais, fort heureusement, ils vont un petit peu ordonner les trucs, ils vont décider de faire les lettres, d'écrire dans le sens, j'allais dire dans le bon sens, dans le sens qui nous est le plus familier. Dites, en fait, quand vous faites du bruit comme ça, 3 minutes avant la fin de l'heure, ça me donne une envie irrépressible de continuer jusqu'à 1h15. Donc faites gaffe quand même à ce que vous faites. Donc ils vont s'ordonner et ils vont... Alors vous savez que traditionnellement dans l'historique des civilisations, quand on parle des Grecs, juste après on parle des Romains, c'est normal, les Romains ont tout piqué aux Grecs, donc en gros c'est pareil. Hein. Et fort heureusement, les Romains ont tout piqué aux Grecs, une fois que les Grecs ont mis un peu d'ordre dans le bazar, l'alphabet était fixé, le sens d'écriture était fixé, et donc l'écriture latine, l'alphabet romain, en tout cas dans sa forme gravée, c'est un héritage direct de l'alphabet grec. De nouveau, hein, pour ces questions d'héritage, voilà, on le voit à l'anatomie des lettres, on le voit aux traductions, on le voit aux textes des commentateurs qui décrivent la manière dont on pratique l'écriture, etc. Le romain gravé, l'alphabet latin de l'époque, initialement utilisé pour écrire uniquement le latin, qui est une langue dérivée du grec. Là, il y a une évolution linguistique qui est claire et documentée. Le latin étant la langue parlée par les habitants de Rome et du Latium, qui est la région dans laquelle se situe Rome, d'où le nom du latin. En fait, pour être tout à fait complet, ce qu'on doit dire, c'est que l'écriture grecque a évolué et elle a donné l'écriture étrusque. Les Étrusques, c'est un autre peuple de l'Antiquité de la Méditerranée, et l'alphabet étrusque a lui-même évolué pour donner l'alphabet latin. Alors, une chose qui est importante à remarquer, c'est que l'écriture romaine, elle est monocamérale. Ça veut dire quoi, monocamérale? Ça veut dire qu'il n'y a pas de casse de caractères, il n'y a pas de majuscules et de minuscules. Regardez ici, je pensais que c'était la colonne Trajane, mais non, c'est autre chose. Un exemple de texte d'époque, vous voyez que c'est ce qu'on appelle de la capitale romaine. Tout est écrit en majuscule. Quand vous travaillez avec des polices de caractère de cette inspiration-là, notamment comme ici la police qu'on appelle Trajan, et vous constaterez que cette police, elle n'existe pas en minuscule. Vous n'avez que des capitales dans Trajan. C'est normal, parce que Trajan, en fait, est une police moderne, et qui imite la capitale romaine, y compris dans les lettres qui se prolongent. Regardez les Q ici, regardez sur l'exemple. Le fait de faire une longue queue au Q qui va se prolonger sous les lettres suivantes, ben, Trajan le reprend. Et Trajan est un hommage aux capitales romaines. Alors Trajan, en fait, c'est une police que vous connaissez très bien. Ah, il faut que je mette un peu... Attends. Pourquoi il me dit ça, lui? Ah oui, il commence tout de suite. Mais attendez, je vais vous mettre le son parce que faut que vous ayez quand même les commentaires pour ceci. Après, je termine, hein, c'est fini, je fais aussi, mais je vais quand même vous montrer ceci. Wow! Anybody else sick of all this Trajan? This is Trajan. What is Trajan? Donc c'est quoi Trajan? Ben regardez. Donc il explique l'origine de Trajan.
Voilà, donc en gros, 9 affiches de cinéma sur 10, c'est Trajan. Vous pouvez jouer au jeu du Trajan, chaque fois que vous voyez Trajan, vous buvez un coup. Ça risque de mal se finir. Et lui, il en a un peu marre, il voudrait bien en voir d'autres, de police. Mais... Voilà, donc en fait, c'est le gars qui a fait Everything is a Remix, qui est une série de documentaires. Je ne sais plus si je vous l'ai montré à vous ou si je le montre en deuxième, mais je vous ai montré. Donc c'est le même. Voilà, c'est fini, bon appétit, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, mercredi 8h45, aux Sauvenières.